Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver sur la chaîne du Club Hippique, ça faisait longtemps. On revient en force, plus motivé que jamais. Et pour notre grand retour, on s'est dit quoi de mieux qu'une FAQ pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions. Que ce soit sur Instagram, YouTube ou Facebook. Et maintenant, on va y répondre. J'ai envie de vous dire, tout le monde en fait, on est tout impliqué dans la chaîne. On a un groupe de discussion, on a un drive et quand on a des idées, on les donne, on demande si ça plaît aux autres, si elles ont envie de faire la vidéo. Sur le drive, on importe toutes nos vidéos, on se met d'accord sur qui fait le montage, enfin ça se fait assez naturellement et tout le monde participe. On a plein de projets, d'idées de vidéos en rapport avec le thème hippie. On est en train de vous chercher plein de concepts hyper intéressants où on puisse développer le fait d'être plusieurs sur la même chaîne. Mais on a notamment deux gros projets en ce moment. Une vidéo qui devrait pas tarder à sortir sur des défis équestres. Je vous en dis pas plus mais ça va être sympa. Et on a également un swap en préparation. Donc voilà, ça aussi ça va être très chouette. Alors on s'est déjà toutes rencontrées individuellement, chacune un peu dans notre coin. Maintenant l'objectif ce serait de réunir toutes les membres du club hippique au même endroit, au même moment. Ce serait vraiment super cool d'avoir une grande rencontre entre hippies. Et puis pourquoi pas aussi de rencontrer les troupeaux un peu de tout le monde, parce que c'est vrai que pour ma part j'ai rencontré Lisa mais on s'est rencontrés au Puy du Fou, du coup on n'a pas rencontré nos chevaux respectifs. Du coup voilà, ça peut être cool aussi de se voir entourés de leurs troupeaux. Oui, globalement juste la régularité quoi, c'est un peu notre... c'est un peu le mot d'ordre de cette année 2019. 2019 c'est la bonne, on est plus motivé que jamais et on a vraiment envie que cette chaîne marche et vive. Donc oui, de la régularité dans le postage des vidéos. C'est vraiment mes ânes, donc tout ce que j'observe auprès d'eux au quotidien. Déjà, rien que observer Linda et Bohème, c'est déjà une grande source d'apprentissage. C'est surtout mon troupeau et le fait de les observer et d'acquérir de l'expérience à vivre avec eux au fur et à mesure des années. Ça va être tout simplement le cheval, parce que si on arrive à écouter ces chevaux, on se rend compte qu'ils sont capables de nous guider et c'est une énorme part en fait de la réponse. Les chevaux restent nos plus grands maîtres. Mais sinon, autre source que mes propres chevaux, je dirais dans un premier temps Internet. Je me renseigne aussi essentiellement sur Internet. Surtout Internet. Je me cultive beaucoup sur Internet. C'est vrai que c'est un outil qui est assez formidable de nos jours. On peut avoir à peu près tout ce qu'on veut sur Internet. Seulement, il faut faire très attention au contenu en fait qu'on trouve, parce que y a tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, il faut être capable de faire le filtre un petit peu. J'ai pas forcément un site ou une référence absolue où je vais chercher à chaque fois, mais je regarde un peu plein de trucs sur Internet. Je pioche ce qui m'intéresse, je pioche ce qui me parle. Des salons aussi avec des rencontres, avec des conférences. Toujours pouvoir discuter et interagir avec des gens professionnels, c'est vraiment trop bien. Et surtout les conférences, événements, manifestations auxquelles j'assiste. Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce n'est pas les livres. Ensuite, certains livres. Je vais avoir aussi tout ce qui est livres. C'est vrai que je me mets de plus en plus dans les livres d'équitation, maintenant que je sais vers lesquels me tourner. Et aussi la plateforme de Zotac-Room. Je suis aussi abonnée à la plateforme Zotac-Room, qui est quand même un super outil aussi. Qui donne des cours en ligne pour la gestion du cheval de manière naturelle. Et où il y a tout plein de sujets abordés, que ce soit l'ostéopathie, le dressage, l'obstacle, le shiatsu, le parage. Enfin, il y a vraiment à la fois la monte et à la fois les soins et c'est très enrichissant. Ils ont fait des programmes aussi selon les types de chevaux, selon les personnalités, selon si c'est un jeune cheval ou un vieux cheval. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur cette plateforme. Et aussi évidemment les cours en centre équestre avec mon coach. Et puis vers les professionnels forcément, tout ce qui peut être entraîneur, moniteur, etc. Alors moi je pense que c'est totalement faisable d'instaurer ce genre de monte en centre équestre. Alors oui, complètement. Oui, c'est complètement possible. C'est totalement possible. Pour moi la question c'est pas tellement est-ce que c'est faisable, c'est plutôt quand est-ce qu'ils vont le faire. Mais ça se fait peu tout simplement parce qu'en fait ça demande plus de temps, parce qu'on ne débourre pas les chevaux à 2 ans et demi mais plus tard. Des fois de les débourrer au sang mort ça peut prendre plus de temps, le parage ça prend du temps parce qu'il faut entretenir régulièrement. Donc ça demande plus de temps et comme dans notre société de consommation le temps c'est de l'argent, il y en a peu qui s'y mettent et il n'y a pas forcément énormément de demandes parce que le plus de demandes c'est pour faire du concours etc. Pour ma part en fait j'ai déjà passé une bonne dizaine d'années dans un centre équestre comme ça où c'est là que j'ai découvert en fait l'équitation éthologique et la méthode Parelli, la Sens, et ça fait déjà un certain nombre d'années en fait parce que j'ai commencé, je devais avoir un peu plus de 10 ans. C'est plutôt les autres clubs en fait qui sont en retard par rapport à ça et c'est à eux de se mettre à la page. Moi je sais que je le vois, j'ai eu la chance de trouver un club près de chez moi qui a ouvert et qui fait, où les chevaux sont montés sans mort, ils sont pieds nus en général, ils vivent au pré. Vous voyez, depuis que je suis petite, ce centre équestre a ouvert il y a 2 ans près de chez moi et sinon ça a quasi toujours été des centres équestres relativement classiques. Mais c'est aussi preuve que ça se développe parce que il y a quelques années ça n'existait pas et maintenant on peut réussir à trouver des structures assez comme ça près de chez nous. Regardez Maïna dont le club a complètement viré de
bord. Il est passé d'un club classico-classique à un club qui est de plus en plus hippie, où les chevaux sont montés sans mort, où ils ont tous été déferrés, où leur alimentation est adaptée et tout. C'est vraiment totalement possible et viable. Plus on verra d'équitation dite naturelle, plus on en parlera autour de nous et plus il y aura de gens qui seront touchés et qui seront sensibilisés. Et je suis sûre que viendra un jour où les clubs alternatifs seront au moins aussi nombreux, si ce n'est plus nombreux, que les clubs classiques. En tout cas, j'espère. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la map Google Maps qui s'appelle Équitation sans mornifère. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos ou quelque part, je ne sais pas. Et où on peut voir un peu une carte avec tous les centres équestres qui développent vraiment une équitation alternative, où ils travaillent entièrement sans mort, sans fer. On peut voir aussi des centres équestres qui font du travail à pied. C'est vraiment des clubs qui ont une approche différente. C'est super intéressant. On voit qu'il y en a un peu partout en France et l'idée ce serait qu'il y en ait plus qui se développent encore, ce serait trop chouette. Pour moi, il faut juste faire en sorte que ça se développe, que ce soit de plus en plus répandu et que ça devienne ça en fait la norme des centres équestres. Je sais pas, je dirais que c'est peut-être moins dans les habitudes. Je sais même pas si on peut dire que c'est mal vu. Il commence à pleuvoir, je vais même prendre la pluie. Je pense pas que ce soit mal vu, mais c'est juste que ouais, c'est moins dans les habitudes. Je pense que c'est comme pour tout, c'est une question de conditionnement en fait. Ça peut s'appliquer à plein d'autres sujets, mais globalement c'est le fait d'avoir été éduqué, d'avoir été élevé dans un sens avec des certaines croyances. Et du coup dès qu'on rencontre quelque chose qui s'éloigne de ces croyances, qui ne correspond pas à ce avec quoi on a été éduqué, et bien ça suscite toujours scepticisme, doute ou même moquerie ou même parfois agressivité, ça va jusque là. Moi je pense que c'est essentiellement parce que on est dans une société équestre où le modèle de base et de référence c'est les clubs, c'est le monde des concours, c'est le monde des courses, enfin c'est vraiment tout l'aspect sportif de l'équitation. L'équitation de référence c'est l'équitation de club et du coup forcément en centre équestre on apprend l'équitation, on apprend le sport de monter à cheval, mais quelqu'un qui a le galop 7 par exemple il va pouvoir excessivement bien monter à cheval, mais à côté ça veut pas pour autant dire qu'il aura les capacités de s'occuper d'un cheval à l'année, parce que tout ça c'est vraiment pas les choses qu'on apprend en centre équestre. Nous on apprend à monter, on apprend l'équitation, la position, les disciplines, mais tout ce qui est à côté, tout ce qui va être la gestion de l'animal au quotidien, c'est un peu éclipsé et on n'y pense pas forcément. Je pense que tout simplement au départ l'équitation c'est vrai que c'était quand même un sport plutôt de personnes riches ou aisées, et du coup vu l'argent que ça coûtait, forcément il fallait que le cheval derrière il rapporte quelque chose. Les gens étaient beaucoup dans cette mentalité là que voilà, tu m'as coûté tant, donc voilà, faut que tu serves, faut que tu te rendes utile, faut que tu serves à quelque chose, donc que tu ramènes des flots ou que tu ramènes des coupes en concours. Et tant pis pour le mental du cheval en fait dans cette philosophie là. Je pense aussi qu'on peut parler du gros racisme que les cavaliers ont entendu de la part des autres sportifs, la phrase que vous connaissez tous, l'équitation c'est pas un sport. Alors du coup forcément quand les cavaliers entendent ça, le premier réflexe ça va être de prouver qu'au contraire l'équitation c'est un sport, que c'est une discipline sportive, et du coup c'est peut-être ça aussi qui amène l'oubli un peu de l'animal et du cheval, mais plus de l'envie de prouver qu'on peut faire des performances, qu'on peut faire plein de choses, et que l'équitation est un sport à la même place et au même rang que n'importe quoi comme le foot ou le baseball ou je ne sais pas. Aujourd'hui, je trouve que la tendance elle s'inverse de plus en plus. On arrive quand même à de plus en plus privilégier le mental du cheval par rapport à la compétition, mais pour moi, il faut quand même faire attention à pas négliger le côté physique non plus, parce que même si le mental, c'est clair, c'est plus important, si le physique suit pas, clairement on n'ira nulle part. L'idéal étant évidemment un cheval bien dans sa tête et bien dans son corps. Mais encore une fois, je trouve que quand même plus ça va et plus les cavaliers sont sensibilisés et plus les cavaliers pensent cheval avant de penser équitation, et ça c'est vraiment bien. Alors je suis désolée, je n'ai jamais eu de schlecht et de figurines comme ça de ma vie, donc je me sens pas trop légitime pour répondre. Alors moi ça j'ai envie de vous dire, c'est exactement comme dans les livres de galop où des fois on apprend l'anatomie du pied du cheval sur un pied ferré. En fait c'est juste que c'est dans l'imaginaire collectif, un pied d'un cheval c'est comme ça. Et en fait il faut juste déconstruire ça et montrer que c'est tout à fait possible de faire autrement, avec d'autres manières, et que ça marche tout autant, même mieux. Mais je dirais quand même que globalement juste ces jouets-là reflètent la réalité. Pour moi c'est pareil, c'est un reflet du monde de l'équitation actuelle. En ce moment on voit beaucoup de clubs, c'est les concours qui sont mis en avant, et du coup forcément tout cet univers où on voit des morts, on voit des fers et tout, c'est ce qui est retransmis dans les figurines, dont le but est quand même de se rapprocher au plus de la réalité, de ce qu'on peut voir. Alors pour ma part j'ai eu pas mal de schlecht quand j'étais petite. Finalement je trouve qu'en fait ils sont assez diversifiés. Il y avait plein de races dans les schlecht, et du coup c'est vrai que par contre les races étaient souvent associées à une discipline. Par exemple on mettait un KWPN en dressage, un quarter horse en western. Du coup ça stigmatise encore plus cette idée qu'on peut avoir de telle race est faite pour faire ça. Et c'est vrai que du coup autour de ce qu'il y a avec la discipline, ça allait souvent avec. Par exemple du coup tous les chevaux qui étaient races classifiées comme western, c'était des chevaux qui étaient pieds nus. Moi dans mes figurines schlecht en tout cas c'était le cas. Et tous ceux qui étaient dressage obstacle, ils étaient ferrés. Il y en a même qui étaient piantés d'origine. Et c'est à cause de ça aussi,
je pense qu'aujourd'hui encore on entend des trucs comme par exemple un ibérique ça sait pas sauter. C'est complètement faux. Un ibérique, si on lui explique comment il doit mettre son corps pour sauter correctement, il va finir par comprendre. Après il aura plus ou moins d'aptitude peut-être, ça d'accord, mais ils en sont pas incapables. N'importe quel cheval peut faire jusqu'à un certain niveau, toutes les disciplines confondues. Donc à mon avis c'est à nous de faire un maximum de bruit, de montrer que c'est possible d'avoir des chevaux sans fer, sans mort, de faire du travail à pied, de faire plein de trucs bizarres. Fatalement j'ai envie de dire, les fabricants de figurines vont se servir de ça comme modèle pour produire des nouvelles figurines en rapport à cette image, cette nouvelle image qu'on va promouvoir. Ce n'est que le reflet de l'équitation actuelle, donc si cette équitation change, le reflet changera aussi fatalement. Moi, si vous me suivez sur la chaîne, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Sinon, je suis végétarienne parce que, pour plein de raisons, mais déjà parce que les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Moi, je suis 100% végétarienne. J'essaye au maximum de tendre vers une alimentation végétalienne, même si pour l'instant c'est pas encore tout à fait le cas, mais voilà, c'est mon objectif. Eh bien oui, car pour moi, chaque vie compte. La vie des chevaux, poneys, ânes ne prime pas sur la vie des autres animaux. Donc pour commencer, eh bien je suis végétalienne. Il y en a qui me taperont dessus si je dis que je suis végane et que je monte à cheval, mais le fait est que voilà, mon mode de vie est complètement vegan, en tout cas en ce qui concerne ma consommation et de nourriture et de tous les autres produits, mes vêtements, mes cosmétiques, etc. Alors pour ma part, je suis pas végétarienne, je suis omnivore, mais j'essaye de faire super attention à ce que je mange au niveau tout ce qui est origine animale. J'essaye de consommer un maximum de produits bio et puis en viande, c'est vrai que je me tourne beaucoup vers la filière nouvelle agriculture qui est très orientée sur le bien-être animal et l'absence d'antibiotiques, etc. Après, j'essaye d'avoir une consommation raisonnée de viande, donc c'est-à-dire que pour moi la viande c'est pas obligatoire à chaque repas, loin de là, au contraire, même c'est plutôt pas recommandé. La viande rouge encore moins. J'en consomme en moyenne une fois par semaine et encore. Je suis plus sur de la viande blanche qui est en fait ce qui est le plus recommandé pour notre santé. Et aussi j'essaye de tendre un peu vers le véganisme sur certains aspects, pas sur tous. Par exemple tout ce qui va être cuir, laine, etc. Et aussi tout ce qui va être cosmétique, maquillage, crème. J'essaye toujours d'acheter au minimum du cruelty free et sinon du vegan. J'ai que des cosmétiques qui sont cruelty free et pareil bio. Et même sans parler de végétalisme ou de véganisme, mon but de vie c'est vraiment de tendre au maximum vers le cruelty free. J'aime pas trop parler de véganisme parce que du coup à chaque fois j'ai des remarques comme quoi j'ai des ânes, que je travaille mes ânes, que je mange du miel, enfin voilà. Moi la réponse ultime elle est pas forcément dans le véganisme mais vraiment dans le cruelty free. Je vois pas de problème par exemple à manger du miel si ça vient de petites ruches où les abeilles sont respectées, où les apiculteurs prélèvent une petite partie de miel et leur laissent de quoi subvenir à leurs besoins à elles. À partir du moment où il y a cohésion entre l'humain et l'animal pour que tout le monde aille bien et qu'il n'y ait pas... Ouais c'est ça, qu'il n'y ait pas de cruauté et qu'il n'y ait pas d'injustice, pour moi ça me va. Et puis à côté de ça, oui, j'essaie de m'impliquer le plus possible dans la vie des ânes, bien évidemment, c'est mon combat. Donc je parraine 2 ânes du Donkey Sanctuary. Je fais aussi régulièrement des dons et je fais tout ce que je peux pour aider l'association Adada, qui est une association qui est très chère à mon cœur. Mais comme je le disais, chaque vie compte et donc j'essaye de ne pas me consacrer qu'aux ânes. On est aussi très impliqué dans la reconversion des pur sang. Et puis je suis assez proche de l'antenne L214 de ma ville. Et puis c'est prévu qu'on aille faire des petites actions anti-chasse à courre, ça c'est au programme, avec l'association AVA. Et puis en règle générale, dès que j'ai un petit peu de sous devant moi, ça me fait plaisir de faire des dons à toutes les fondations que j'aime et que je soutiens, type 30 millions d'amis, Brigitte Bardot, la SPA, etc. Voilà, il n'y a pas de petits dons, même quelques petits euros de temps en temps, et ça change tout pour la vie de certains animaux, donc c'est super important. Et puis autant qu'on peut, bien évidemment, nos animaux, on les adopte, sauf exception. Moi j'ai 2 chattes qui sont des rescapés, ma sœur a un chien de la SPA, toi t'es un ancien cheval de course. Enfin voilà. Et puis en dernier point, il y a un peu plus d'1 an de ça, j'ai sauvé un petit chaton qu'une de mes copines avait retrouvé complètement abandonné à côté de chez elle. Et puis du coup, on a décidé de l'adopter. Dadam, y'a mon chat. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis bonjour? Et j'essaye aussi de faire de mon mieux pour tendre vers le minimalisme et le zéro déchet pour limiter au plus possible ma consommation de déchets et de plastique parce que l'écologie aussi en général c'est un sujet qui me touche et je fais de mon mieux pour un peu aider la planète quoi. Globalement oui, pour moi il n'y a pas que l'équitation, c'est toute la cause animale qui m'importe, donc je fais à ma petite mesure le maximum que je puisse faire. À
Alors, on n'a pas une très grande organisation, déjà il faut le dire, c'est pour ça que des fois une vidéo met 3 ans à sortir, c'est fort probable. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, en fait on a une discussion de groupe où on va venir donner nos idées, dire ce qu'on a envie de faire. Quand une idée plaît à tout le monde, on crée une sorte de dossier sur le drive où on fait plus ou moins un scénario, un script, où voilà, où on dit ce qu'on va faire dans cette vidéo, on se répartit les plans, les tournages, les questions comme ici dans la FAQ. Chacun tourne de son côté, ensuite on héberge toutes sur le drive et celle qui s'occupe du montage, donc en général on tourne, chacune dit à quel moment elle a du temps de dispo pour monter. Celle qui monte, elle va venir télécharger le dossier du drive, elle monte la vidéo et elle la met en ligne sur la chaîne. Voilà, aussi simple que ça. En général, au niveau du montage, c'est Anne, Julie ou moi qui nous en occupons et c'est Maïna qui fait les miniatures. Et là je me prends vraiment la pluie donc je vais devoir arrêter de tourner cette vidéo. Love. Parce que la vie globalement. Bon, déjà on peut citer notre non-organisation. On n'a jamais arrêté de parler pendant toute l'année où on n'a pas pu publier de vidéos. On n'a pas arrêté de réfléchir à des idées, à des projets, à des vidéos qu'on voulait faire. Mais voilà, on a été très mal organisés, on va pas se le cacher. On a toutes des vies bien remplies, on a toutes nos chaînes YouTube à nous qu'on trouve, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde, on a toutes déjà du mal à alimenter nos chaînes YouTube autant qu'on le voudrait. Donc en avoir une autre à côté, c'est un vrai plaisir, on adore ça, on veut absolument que ce club hippique fonctionne, mais le fait est qu'on manque juste de temps. Et quand on avait eu le temps, on a eu des problèmes techniques, voilà. Julie qui a eu un problème avec son ordinateur, moi j'ai mon micro qui marchait plus, enfin bref, on a eu plein de problèmes. Mais promis, cette fois, on revient pour de bon et on compte pas s'arrêter en si bon chemin, on est motivé, on est à fond. Clairement, je serais très mal placée pour cracher sur les centres équestres, étant donné que ça fait 10 ans que je monte en club, que je n'ai absolument pas arrêté, même si j'ai mes ânes et tout, je continue de monter une fois par semaine en club et je m'éclate. J'ai pas mis les pieds dans un centre équestre depuis 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai arrêté de monter à cheval en centre équestre, c'est dire l'amour que je leur porte. Pour moi, les centres équestres sont pas à jeter en bloc, j'ai envie de dire. Les centres équestres en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que ça nous apprend à bien monter, ça nous apprend à perfectionner notre équitation. Ce qui est mauvais, c'est plus les centres équestres type usine à poney, entre guillemets, où les chevaux vont faire plein d'heures non-stop, où tout le monde est ferré en boxe, où les conditions de vie du cheval ne sont pas respectées ou en tout cas pas optimisées au maximum. C'est comme partout, en fait, il y a des bons et il y a des mauvais. C'est à vous de faire le choix et de faire attention à où vous allez et quels sont vos critères importants. Après voilà, il faudra peut-être faire des compromis parce que vous n'arriverez certainement pas à avoir tout ce que vous voulez d'un coup. Mais voilà, plus vous vous en rapprocherez, plus vous sélectionnerez en fait les clubs qui vous ressemblent. Du coup ça va donner de l'élan à ces clubs et ça va permettre de les développer. Et du coup les autres vont se dire merde, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse nous aussi pour réussir à attirer de la clientèle maintenant. Et malheureusement autour de moi, j'ai jamais trouvé de structure alternative qui me permettent de pratiquer l'équitation que j'avais envie de pratiquer. Donc j'ai préféré arrêter complètement de monter en club et me passer de l'enseignement disponible dans les clubs plutôt que de continuer et de cautionner des choses que du coup je ne cautionne pas. Résultat, aujourd'hui je suis très mauvaise cavalière, mais au moins je suis en paix avec ma conscience. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo sur les besoins fondamentaux du cheval et de l'âne si vous ne l'avez pas encore vu. Mais voilà, à mon avis, c'est complètement possible de concilier une approche éthique du cheval ou de l'équidé en général et la pratique de l'équitation en centre équestre. Mais elles existent, ces structures, fort heureusement il en existe, donc quand on en a près de chez soi, et il faut absolument les faire vivre, c'est vraiment super important. La preuve, donc je monte dans un centre équestre où tous les chevaux sont pieds nus, où ils vivent tous au pré à l'année, où ça fait plus d'1 an que je n'ai pas mis un mort dans la bouche d'un cheval. Voilà, je monte en cours sans mort, tranquillement, et pourtant je fais du saut d'obstacle, je fais du dressage et je m'éclate. Donc moi pour ma part, vers 10 ans, j'ai décidé de changer de club parce que j'étais dans un club classique dans lequel l'apprentissage qu'on nous donnait du cheval me convenait pas du tout. Donc j'ai voulu changer et j'ai réussi à trouver un club qui faisait de l'équitation éthologique, qui avait les chevaux en paddock H24, qui étaient sortis l'été dans des grandes pâtures. Et puis ces chevaux-là, dans ce centre équestre-là, ils enchaînaient jamais plus de 2 heures de cours à la suite. Ce qui, mine de rien, est intéressant parce que combien de clubs on voit avec des poneys qui font 5 heures de tourner en rond dans le manège à la suite. Enfin, au bout d'un moment, c'est exténuant pour eux, c'est inintéressant. Et on finit par avoir des chevaux robots en fait. Et si c'est pas le cas, si on n'a pas ces structures autour de soi, c'est quand même important de continuer à sensibiliser, juste de parler autour de soi dans son club, d'amener le débat, de parler du sang mort, de proposer à son moniteur, pourquoi pas une fois de temps en temps une séance de travail à pied, ou même proposer des séances sans mort, une fois de temps en temps ça peut être hyper cool, ou ne serait-ce que oui, de parler de la vie au pré, de la vie en troupeau, du pied nu, etc. À défaut de pouvoir le pratiquer en vrai, dans une structure comme ça, déjà en parler autour de soi et amener le débat, c'est un très très bon début. Je vous retrouve quelques temps plus tard, on est cette fois en intérieur pour ne plus avoir de soucis de météo. Alors moi je dirais qu'au sens strict du terme, on ne peut pas être vegan et faire de l'équitation
si on prend vraiment les définitions propres, puisque on peut considérer que l'équitation c'est de l'exploitation animale. Sur le papier, si on veut être strict, non. Strictement, le véganisme, c'est refuser toute exploitation animale. Donc pour moi, l'équitation pourrait rentrer dans cette case-là, quoi. Enfin, c'est une limite qui est un peu floue. Dans la définition qu'on donne du véganisme, si on refuse toute exploitation animale, bah techniquement, pour moi, on refuse aussi de monter à cheval. Après, je pense que le véganisme, c'est quelque chose qui est propre à chacun, puisque ça dépend de où chacun pose sa notion d'exploitation, en fait. Le véganisme, c'est vraiment tout un mode de vie, et du coup, trouver la limite et trouver qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il y a autant de véganes, je pense, que de définitions du véganisme. Même si bien entendu les grands principes du véganisme sont indérogeables, c'est-à-dire une alimentation complètement végétale, une consommation sans cruauté, etc. Pour le reste, chacun fait ses petits ajustements et pour moi, tant que la non-cruauté est respectée, il n'y a pas de problème. Et tant qu'on est bien et qu'on est en paix soi-même avec sa conscience, pour moi, c'est ok. Par exemple, je prends un exemple personnel. Avec mon père, on est en train d'installer des ruches chez nous. Et du coup, on va faire une petite production de miel pour nous. Et personnellement, pour ma part, je ne considère pas ça comme de l'exploitation ou comme du mal. Du coup, je considère entre guillemets que c'est vegan. Je sais pas si vous voyez la différence. Et du coup, je pense que pour l'équitation, c'est pareil en fait. Par exemple, certains véganes sont complètement ok avec le fait de faire des écarts alimentaires pour par exemple du miel ou du fromage si la façon dont ils sont produits leur semble éthique. Et ben moi, par exemple, je n'ai aucun écart alimentaire, jamais. Par contre, mon petit écart à moi, c'est de pratiquer l'équitation. Mais le fait que je mette absolument tout en place pour qu'ils soient le plus heureux possible, pour que leurs besoins fondamentaux, intrinsèques d'équidé soient respectés, et bien ça fait que voilà, je suis en paix avec ma conscience et je suis d'accord avec moi-même et je n'ai pas de problème de conflit intérieur avec le fait d'être végane et de pratiquer l'équitation. Du coup, moi je préfère parler de cruelty free parce que comme ça, je sais que c'est vraiment le terme qui se rapproche le plus de mes valeurs. Parce que oui, je m'occupe de mes ânes, je m'en occupe en veillant à ce que tous leurs besoins soient respectés et à ce qu'ils soient heureux. Je fais en sorte que tout ce qu'on fait, ce soit du plaisir partagé, que ce soit pas moi qui me fais plaisir et eux qui subissent en fait. Et je pense aussi que ça dépend de la manière dont on pratique l'équitation. Et puis surtout, je pense qu'il y a tellement de dérives beaucoup plus graves et des trucs tellement plus urgents à régler en termes de bien-être animal tout court et aussi en ce qui concerne l'équitation, que franchement venir chipoter pour le genre d'équitation que nous on pratique, qui est dite naturelle, qui est respectueuse au possible, qui n'est pas intensive, ni trop sportive, ni rien, je trouve que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt quoi. Un peu comme là quoi. Après mon avis du coup sur le véganisme, en n'étant pas végane, en quelque sorte chacun fait un peu ce qu'il veut. En soi, moi c'est un choix que je respecte, comme j'espère qu'il respecte notre choix possiblement d'être omnivore. Pour l'instant, moi c'est un choix qui me correspond pas et que je suis peut-être pas prête à faire non plus. Dans le véganisme, il y a des arguments avec lesquels je suis d'accord, que ce soit la maltraitance animale ou autre, mais il y a d'autres arguments avec lesquels je suis pas d'accord non plus et c'est ça qui me fait en fait me retrouver plutôt entre les deux et pas pencher vers le véganisme parce qu'il y a des arguments avec lesquels je suis vraiment pas d'accord, mais que ce soit, qu'on devienne végane parce qu'on a une certaine sensibilité face à la mort des animaux, etc. Ça, je comprends tout à fait. Mais voilà, moi, pour l'instant, c'est pas un choix vers lequel je m'oriente. Et je pense qu'il faut pas qu'on se concentre sur les véganes dits extrémistes qui vont vraiment faire du bruit et dire n'importe quoi. Et c'est surtout d'eux dont on entend parler. Et du coup, le véganisme a une plutôt mauvaise image à cause de ces gens. Il y a plein de véganes qui sont tout à fait respectables et c'est pas une mauvaise chose en soi. Il y a juste des gens bizarres, mais des gens bizarres, il y en a partout. Moi je pense que oui, je pense que la compétition ça peut vraiment être un super truc pour se fixer des objectifs à atteindre et pour vraiment essayer de progresser au mieux. Après je pense qu'il faut pas tomber dans l'aspect entre guillemets négatif de la compète où c'est juste compète pour gagner, peu importe ce que le cheval va ressentir, peu importe ce qu'on va vivre, vraiment on y va à fond. Alors pour moi oui, la compétition ça n'empêche pas de respecter son cheval, c'est nous en fait, c'est notre façon d'appréhender la compétition qui va faire que oui ou non on respecte notre cheval jusqu'au bout et que on met ça à profit pour la performance en fait. Pour moi, faut vraiment savoir prendre du recul par rapport à la compétition, ne pas se laisser embarquer dans l'esprit de compétition de je vais gagner coûte que coûte et on va y aller à fond. Ouais, c'est ça, prendre du recul et se positionner par rapport à son cheval, se concentrer sur le fait que lui, il faut qu'il s'amuse et il faut qu'il prenne du plaisir. Mais pour moi, c'est complètement possible. Il y a des chevaux qui s'éclatent, qui adorent sauter, il y en a qui adorent faire du dressage, il y en a qui adorent l'équifile. Chacun va aimer plus ou moins des disciplines, ça va l'amuser, ça va l'intéresser. C'est fait en prenant en compte cet aspect
du plaisir du cheval et qu'on le pousse pas à bout juste pour avoir le prix, mais vraiment qu'on se concentre sur le fait de présenter un parcours propre et joli et que le cheval et le cavalier s'amusent. Bah pour moi, oui, c'est complètement possible de faire de l'équitation et de la compétition et respecter son cheval. Donc c'est évident pour moi qu'on sort pas un cheval en compétition s'il n'est pas prêt, si on l'a pas préparé comme il fallait, aussi bien physiquement que mentalement. Et du coup, si on respecte le temps que le cheval a besoin pour sa préparation, qu'on le braque pas, qu'on le bouscule pas, une fois arrivé en compétition, pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que du coup il n'ait pas envie le jour J, parce que du coup ça veut dire qu'à la maison avant on a fait tout le travail en amont pour que le cheval trouve son confort dans par exemple le saut d'obstacle ou le dressage ou peu importe ce que c'est, et qu'il s'amuse en fait, qu'il s'éclate lui aussi. Et si les deux s'éclatent, aussi bien le cavalier que le cheval, il n'y a pas de raison qu'en compétition la compétition soit une contrainte en fait. Je pense qu'il y a deux types de compètes et je suis pas contre. Après, le problème principal je trouve de la compétition, c'est le règlement de la FFE en fait, tout simplement, parce que moi c'est quelque chose qui me dirait beaucoup. J'aimerais beaucoup par exemple faire du dressage en compétition ou même du complet ou ce genre de choses, mais le problème c'est qu'on n'a pas le droit d'en faire sans mort. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que monter avec un mort c'est pas éthique ou monter avec un mort ça l'est, etc. Mais pour ma part je monte sans mort et je n'ai pas envie de remettre un mort avec ma jument juste pour faire des concours. Enfin, je m'éparpille complètement de la question, mais je dis pas ça pour dire que je suis contre le mort. Je pourrais remettre un mort à ma jument un jour dans certaines conditions, mais je ne me vois pas lui mettre un mort juste pour faire du concours, et du coup je trouve ça dommage. Et je pense que le plus important dans la compétition, c'est qu'il faut pas oublier que le plus important c'est le chemin, pas le résultat. Pour le coup, j'ai rien à ajouter, les copines ont tout dit. Oui, je pense que la compétition et le bien-être du cheval sont totalement compatibles. Alors moi j'aime pas, je vais pas aller brûler au bûcher quelqu'un qui utilise un mort doux avec une main douce et où il n'y a pas de douleur et de souffrance, mais il n'empêche que j'aime pas, que ça m'embêterait vraiment de devoir en remettre un à un cheval ou à mes ânes. Moi je suis plutôt anti-mort, mais pour l'instant je suis en fait dans une situation qui m'empêche pas de le mettre complètement de côté, mais pour moi dans l'idéal on devrait s'en passer. Le mort est trop banalisé en fait, c'est trop un outil qu'on utilise de base. Alors je pense que ça devrait plutôt être l'inverse en fait, qu'on devrait commencer à éduquer un cheval et à monter en étant cavalier débutant sans mort, parce que je pense que la bouche du cheval est quand même une zone plus sensible que une pression sur son nez, parce que quand on attache un cheval en main, quand on le promène, il est en licol parce que c'est plus agréable pour lui que d'avoir un mort dans la bouche. Et du coup je pense que par exemple pour tout ce qui est les débutants sur les Shetland ou même jusqu'à un certain niveau en fait, on devrait monter sans mort, et une fois qu'on a atteint un certain niveau, mettre un mort. Moi je vois ça comme ça. Je pense que ça peut être utile dans certains cas pour plus de précision, mais voilà, c'est seulement dans certains cas, seulement pour certaines choses. Je trouve ça dommage que ce soit tant banalisé et que le sang mort soit tant vu comme quelque chose de hippie. D'ailleurs, un bon exemple de ça, c'est qu'en horsemanship, en fait, on commence systématiquement l'éducation et le travail du cheval monté et à pied sans mort. Et c'est une fois que le cheval a un certain niveau d'éducation qu'on va mettre le mort. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'il faut qu'on explique au cheval avant, qu'on ne peut pas faire aussi bien sans mort qu'avec mort au final. Et surtout que le mort est un outil quand même qui est dur, ça c'est clair. Et ben c'est mieux d'avoir éduqué le cheval avant, par exemple céder la pression, pour éviter d'avoir un cheval en fait qui va se mettre contre le mort et qui va se péter la bouche dessus. Enfin, il y a plein de choses comme ça en fait qu'on peut apprendre sans mort. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse pas faire autant de choses sans mort qu'avec mort. Pour moi on peut arriver aux mêmes choses. Peut-être que ça prendra plus de temps sans mort, mais on arrivera au même résultat avec de la patience et du travail. Je préfère vraiment 1000 fois voir quelqu'un qui utilise une en azur avec une main douce, toujours évidemment, mais ça vaut pour les embouchures, pour les en azur, il faut toujours une main douce. Mais ouais, je suis pas une grande fan du mort. Eh bien moi je fais partie des extrémistes qui diabolisent tout et qui rejettent tout en bloc, mais je vais pas m'étaler ici étant donné que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne perso. Je vous la mets dans la petite fiche et dans la barre d'infos si vous voulez aller la consulter. Là vous aurez mon avis complet sur la question. Alors moi je trouve le concept vraiment top. Franchement les gens qui ont fait ça chez eux, mais bravo, enfin je trouve ça super. Pour moi le principe il est vraiment top, parce que du coup ça permet au cheval ou à l'âne de marcher, ce qui est quand même un de ses besoins fondamentaux, comme vous l'avez encore une fois vu dans notre vidéo sur les besoins du cheval et de l'âne. J'en pense beaucoup de bien et c'est exactement ce que j'essaye de mettre en place chez moi. Après je n'ai qu'un hectare donc c'est assez vite limité, il faut le dire, mais on arrive quand même à avoir un truc pas trop mal, un espèce de début de d'ersatz de paddock paradise. Alors pour ma part j'aime beaucoup le concept,
Il y a beaucoup d'avantages à passer les chevaux sur un PP au niveau physique et mental. C'est hyper enrichissant pour les chevaux. C'est des principes sur lesquels j'essaie de me baser, moi, par rapport à l'agencement de mon pré, en éloignant un maximum tous les points stratégiques. C'est quelque chose que j'essaye de faire dans mon pré, c'est-à-dire mettre l'eau ici, la brille là, la pierre à sel là-bas. Dispatcher un peu tous les points stratégiques comme ça le plus éloigné possible pour les obliger à marcher, à traverser le pré plusieurs fois. Après, il y a aussi des choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que ce concept-là a été inventé dans des pays chauds et secs, alors que chez nous, en hiver, si vous voulez, je le vois rien que autour du râtelier à foin où elles sont souvent, c'est complètement la gadoue et c'est terrible. Par contre, pour moi, c'est quand même pas possible de faire ça dans tous les terrains, surtout au niveau des couloirs, parce que si je dis pas de bêtises, pour faire un paddock paradise, dans l'idée, il faut des couloirs pour que le cheval soit obligé de faire des sortes de labyrinthes en soi pour passer d'un endroit à l'autre. Et là, j'accroche moins parce que c'est sûrement génial dans des grands espaces, mais quand on a un pré de 1 ou 2 hectares et qu'on est dans une région plutôt humide comme par chez moi, bah, très vite ça peut se transformer en boue. Un paddock paradise, ça implique d'avoir seulement des allées, et du coup si toutes les allées finissent comme l'endroit du râtelier à foin, clairement c'est pas possible. Au niveau gueule de boue, pourriture de fourchette et tout, enfin genre c'est mort. Du coup ça voudrait dire qu'il faudrait tout stabiliser, et je trouve que chez nous ça demande un investissement quand même qui est beaucoup plus énorme, beaucoup plus important que dans les endroits où on a juste besoin de mettre des barrières pour créer un chemin. Donc du coup je suis pas sûre que ce soit 100% adapté à chez nous, ou si on a de l'argent, oui ça l'est, ok, mais voilà, pour tous les proprios je suis pas sûre que ce soit clairement adapté. Mais pour moi il faut vraiment que ce soit hyper bien pensé, parce que sinon ça devient vite un truc mais de malade à gérer et à entretenir, et on y passe un temps fou. Donc voilà, pour moi il faut vraiment que ce soit optimisé et bien pensé, parce que sinon c'est un temps monstrueux à passer dessus, et aussi des investissements très très onéreux. Et du coup quand on peut vraiment, quand on a les moyens financiers en termes d'espace et tout, de mettre en place un vrai paddock paradise, c'est top, c'est génial, c'est trop bien. Alors donc déjà je pense que c'est un contenu qu'on peut retrouver plus ou moins sur nos chaînes respectives, mais oui carrément je pense qu'on peut faire des vidéos là-dessus. Ouais, il faudrait qu'on fasse ça et qu'on vous montre comment on fait chacune, parce que du coup on a chacune des chevaux et des ânes, en plus du coup on a des animaux différents, des profils différents, du coup ça peut être super intéressant de vous montrer comment on a fait avec chaque profil pour que vous puissiez ensuite vous, pourquoi pas l'adapter à votre cheval. Ce serait une super idée, histoire de démystifier un peu ça, le sang mort, et de montrer qu'en fait c'est totalement accessible à tous, et que c'est même relativement facile. Enfin en tout cas vraiment rien de sorcier, ce n'est pas la montagne qu'on s'en fait. Pourquoi pas, c'est une idée super intéressante, j'aime bien le concept. Faudrait juste, je pense, qu'on trouve un format assez ludique, qui soit assez rapide à mettre en place, etc. et qui nous permettrait d'aborder plein de thèmes, pour justement vous aider à la transition mort sans mort peut-être, ou tout simplement apprendre à faire certaines choses sans mort avec telle ou telle énasure. Après voilà, moi pour ma part c'est quelque chose que j'ai déjà fait au moins 4 fois, passer un cheval de mort à sans mort, donc c'est vrai que du coup à force je commence à avoir des petites astuces, des petites choses comme ça qui peuvent aider pour passer plus facilement dans la transition. Après il y a toujours le truc que nous on n'est pas des professionnels, on est juste là pour partager notre expérience, montrer comment on a fait, mais en aucun cas on détient la vérité absolue, et il faut prendre ce qu'on dit comme acquis quoi. Coucou Manon! Alors ça c'est une question qui nous a été posée par notre copine Manon. Alors ça c'est une question de Manon. Manon elle nous montre des photos, elle nous montre son truc à fond, ça fait trop envie, on a trop envie de faire du trek, mais après elle regarde et il n'y a pas de trek chez nous, du coup on est triste. Et moi ça m'attirait déjà de base, et depuis l'initiation que j'en ai fait donc chez la fameuse copine Manon, donc vous pouvez d'ailleurs aussi voir la vidéo sur sa chaîne, je suis plus emballée que jamais. C'est une discipline vraiment intéressante et j'aimerais beaucoup essayer. Pour ma part je trouve que le trek c'est une discipline qui est hyper intéressante parce que c'est vraiment diversifié. C'est une discipline aussi qui nous oblige à faire vraiment un travail de fitness émotionnel et de fitness physique à notre cheval, donc du coup c'est vraiment hyper intéressant, ça respecte un petit peu les préceptes du horsemanship. Du coup je trouve que c'est vraiment cool. Moi ça fait vraiment plusieurs années que j'ai envie d'en faire, mais en fait c'est juste qu'il n'y en a pas chez moi, enfin il faudrait que je fasse 2 ans de route peut-être pour en trouver un. Du coup c'est trop triste, mais je peux pas en faire quoi. Moi j'aimerais bien sortir en trek d'ici peu. J'avais prévu de sortir ce printemps avec Dakota en trek, mais bon du coup ça se fera peut-être pas à cause d'autres projets perso. Mais voilà, à terme j'aimerais bien sortir en trek. J'espère totalement en faire, que ce soit incessamment sous peu avec Gribouille ou que ce soit dans quelques années avec Good. C'est certain que j'en ferai parce que vraiment ça m'attire beaucoup. Je suis sous le charme de cette chouette discipline qui correspond totalement à nos valeurs de hippie. Je trouve que les différentes épreuves de trek sont vraiment hyper intéressantes à travailler et j'aimerais beaucoup m'y mettre.
À l'origine, si je me souviens bien, c'est Lisa qui a eu l'idée en fait de cette collab. Et oui, c'était à l'initiative de Lisa, qui n'a d'ailleurs globalement que des bonnes initiatives. Qui du coup a proposé à plusieurs youtubeuses en fait, dont celle que vous voyez apparaître dans cette vidéo. On aimait bien et qu'on savait dans cette même optique d'équitation dite éthologique. Et après on a vu par rapport à qui pouvait, qui était motivé, qui avait envie, et on s'est retrouvé ce petit groupe là. C'est vrai que c'est moi qui ai un peu lancé le truc de la collab. Moi j'avais beaucoup aimé le principe de la première collaboration des chaînes équestres qui était Equidé, il me semble, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé ce concept-là, mais j'avais envie de créer une collaboration sur un thème précis en fait, que ça parte pas dans tous les sens et que ce soit des personnes vraiment avec qui je m'entends, qu'on ait les mêmes valeurs, etc. Du coup, j'ai contacté les filles parce que je les suivais sur leur chaîne depuis un bon moment déjà. Elles ont accepté et on a encore plus connu à se connaître et maintenant on est potes quoi. Donc voilà, en gros ça a commencé comme ça, je leur ai lancé l'idée, je leur ai dit est-ce que ça vous dit, elles m'ont dit ok et c'est parti. Eh bien oui, il y a eu des départs. Manon et Iris ont quitté l'aventure Club Hippique pour voguer vers d'autres horizons. Manon a traversé malheureusement pour elle pas mal de grosses difficultés personnelles et par là-dessus elle manquait de temps. Donc voilà, elle a préféré s'occuper de ses chevaux et de sa chaîne, ce qu'on comprend très bien. Et Iris, eh bien, elle a vendu son poney. Je vous renvoie vers son compte Instagram où elle avait expliqué la situation dans un post. Mais en gros, du coup, n'étant plus propriétaire d'Equidé, elle ne se sentait plus légitime à faire partie du Club Hippique. Donc voilà, maintenant nous sommes 4. Et pour ce qui est des arrivées, et bien ma foi, sait-on jamais, ça pourrait arriver. Pour l'instant on fonctionne bien à 4, mais nous ne sommes pas fermés et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et bien voilà, c'est la fin de cette FAQ de grand retour. On espère que cette vidéo vous aura plu. On est encore désolé de ne pas avoir publié presque pendant 2 ans sur cette chaîne. Vraiment, on a tous été très occupés. Cette fois, on vous dit vraiment à bientôt pour une nouvelle vidéo. On est plus motivés que jamais. On a déjà, si je me trompe pas, 3 vidéos de prêtes, donc on revient en force. On va essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement. C'est promis, on va être plus régulière et vous proposer plus de contenu et on a hâte. On vous fait plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.